Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à chacun et à tous dans votre matinale 5 sur 7 matin. Nous sommes le lundi 17 février 2025. Heureux sommes-nous de vous retrouver sur votre rendez-vous hebdomadaire. Et oui, 5 sur 7, c'est du lundi au vendredi sur la chaîne du service public. Toute mon équipe et moi sommes donc ravis de vous retrouver. Ce matin, nous parlerons dans le passé au présent, nos héros du moins ressuscités. Patrick Diossou nous parlera du royaume de Dahomey, mais plus précisément du premier roi du Dahomey, voilà, du royaume de Dahomey. Ça va être avec un fin connaisseur des choses, de l'histoire de notre pays. Vous allez le découvrir. Mais avant ceci, mesdames et messieurs, nous parlerons également aujourd'hui dans le grand débat. Nous parlerons de comment est-ce que l'on pourrait agir pour disons, réduire un tout petit peu le taux de chômage dans notre pays. Et nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que la formation professionnelle et technique et l'apprentissage sont des leviers sur lesquels nous pouvons agir pour pouvoir, ne serait-ce un tout petit peu, faire baisser le taux de chômage dans notre pays. Avant tout ceci, mesdames, messieurs, avant de décliner toute l'ossature de l'émission, nous allons accueillir le premier rendez-vous de l'information pour avoir une idée de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Mesdames, messieurs, ça va être avec Marcel Arossi. C'est le premier pas dans le grand palais de 5 sur 7 matin. Premier rendez-vous de l'information sur 5 sur 7 matin en général et sur la chaîne publique en particulier. Marcel Arossi est fidèle au poste et il est là. Marcel, bonjour. Alain, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité sur Bénin Télévision. Bientôt le 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Pour marquer ce souvenir, l'Union progressiste Le Renouveau appelle à la paix. C'est à travers une messe d'action de grâce à l'église Notre-Dame de Cotonou. Ramatou Lawani et Ulvaeus Balogun nous précisent que c'est le point de départ d'une série d'actions. Devant l'Eucharistie, les militants du parti Union progressiste Le Renouveau manifestent leur foi dans le Seigneur. Unis dans l'amitié et la fraternité, ils prient pour la paix au Bénin et se souviennent de la conférence des forces vives de la nation. Une communion dans l'action de grâce et une homélie qui sonne comme un appel à cultiver l'amour. Il peut arriver que nous ayons des mésententes entre nous, mais les yeux ne doivent pas se casser. L'œuf de l'amour ne doit pas se casser. L'œuf de la concorde ne doit pas se casser. L'œuf de la fraternité ne doit pas se casser. Nous savons le déclic que la conférence nationale a créé dans le pays. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il faut venir confier les intentions, demander la grâce de Dieu sur le pays pour que dans la paix, nous puissions continuer à bâtir ce beau pays. Vous savez que la paix, ce n'est pas un vain mot. Et il était important que nous sensibilisons tous nos compatriotes à avoir des comportements de paix. Nous avons démarré donc cette série de prières à l'église catholique Notre-Dame de Cotonou et on sera à l'église protestante de Yenawa et ainsi de suite sur tout le temps du territoire. Donc le parti a pensé à jeu bon de confier cette prière, ces différentes prières à toutes les congrégations religieuses de notre pays. En communion d'esprit, les leaders de l'UPR se sont recueillis sur le mausolée de Monseigneur Isidore de Souza. Un acte fort pour marquer d'une pierre de cristal la commémoration du 35e anniversaire de la conférence nationale. Et à l'approche des élections générales de 2026, Le Renouveau annonce qu'elle organise pour sortir vainqueur des prochains scrutins comme tous les autres partis du Bénin. C'est pourquoi la haute direction du parti inscrit la formation des militants dans le programme de travail annuel 2025. Un programme qui commence déjà à se concrétiser selon le constat fait par nos reporters. L'attention est scrupuleuse, la prise de notes religieuse devant une communication jugée précieuse pour chacun des participants. Il n'est pas à démontrer que notre parti est grand, mais il reste à démontrer que notre parti est solide. C'est le but de cette formation. Pouvoir répondre aux préoccupations de nos populations, pouvoir être en capacité de transmettre les messages du parti
pouvoir être en capacité de transmettre les valeurs du parti. Cette séance de formation des formateurs est essentielle, puisque ça va nous permettre, nous, aux maires, aux députés, aux cadres de l'UP, de Renouveau, de pouvoir se déployer sur le terrain et former la troupe pour les batailles à venir. La formation porte sur le militant UP Le Renouveau d'aujourd'hui, un appel à une prise de conscience et un changement de mentalité pour chacun des membres du parti en vue des élections générales déjà à la porte. Le militant doit d'abord être quelqu'un d'intègre, de fidèle aux objectifs du parti, et quelqu'un qui est humble, qui est aimé de sa société. Il doit être à jour vis-à-vis de ses impôts, être un citoyen modèle. J'ai entendu une phrase tout à l'heure qui m'a fait plaisir. Le militant UPR doit être comme un modèle. Quand c'est mauvais, il ne faut pas qu'on voit le militant UPR là. Nous devons pouvoir, là où c'est mauvais, pouvoir arranger. Après cette formation, les différents cadres et élites du parti formés ici doivent former à leur tour les militants à la base. Clôturons l'actualité au sein de ce parti avec cette séance d'échange de la haute direction politique du parti avec la section communale de Grand Popo, une rencontre de réconciliation et de remobilisation des militants. Évariste Zomaon, Samirat Tchabimane. La session communale du parti politique Union progressiste Le Renouveau de Grand Popo a choisi le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour célébrer l'union et l'amour. En présence de la haute direction du parti, il était question d'aplanir les différends, de remobiliser la troupe, d'harmoniser les points de vue et surtout de se donner les moyens d'atteindre les objectifs du parti. Nous chantons à l'unisson l'hymne de notre parti. Les incompréhensions et autres ont été complètement, définitivement et irréversiblement aplanies. Nous sommes désormais comme une armée rangée en ordre de bataille. Bataille, bien sûr, parlant des élections générales de 2026. Le président du parti, Maître Joseph Djogbenou, le secrétaire général Gérard Benochi sont revenus sur l'organisation et l'animation du parti, son ancrage et les actions à mener pour la conquête du pouvoir lors des prochaines échéances électorales. Aujourd'hui, un jour que tout le monde connaît et qui fait vibrer les cœurs, un 14 février, la fête des amoureux. Mais attention, moi je pense beaucoup plus à la fête de l'amour. L'amour qui signifie partage, qui signifie la fraternité, qui signifie la solidarité et qui signifie l'engagement, sans oublier la victoire. Nous qui sommes membres de cette session, nous avons compris la mission qui est la nôtre désormais et nous avons compris également que c'est dans l'amour, c'est dans la fraternité, la solidarité que nous devons conduire cette mission. Parce que 2026 pour nous, c'est un défi et ce défi doit être forcément relevé. Les membres de la session communale du parti politique Union progressiste Le Renouveau de Grand Popo sont donc mandatés pour aller dans les arrondissements, villages et hameaux, rallier les populations aux idéaux du parti. De son côté, le bloc républicain est allé au contact des militants de la Donga, un point d'arrêt d'une tournée départementale pour passer au peigne fin la revue des réalisations du gouvernement Jean-Claude Diems et Yves Agolopessi. Nous demandons au Tout-Puissant Allah. Placée sous l'autorité du Tout-Puissant, la séance a connu la présence de toute la famille BR de Djougou. Au menu, l'impact du PAG 1 et du PAG 2. Aujourd'hui, toute la commune est en chantier. L'asphaltage et le projet BRIC, la densification du réseau électrique, la construction de la préfecture et de la cité administrative, le projet COSO qui couvre les 3 arrondissements urbains et Partago. Fiers donc de toutes ces réalisations, Monsieur le Président, les populations de Djougou me chargent de vous demander de transmettre au Président de la République, Son Excellence, Monsieur Patrice Talon, nos sincères remerciements. Aujourd'hui, c'est structurel le changement. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'est pas fier de ce que Djougou est en train de devenir? Chers frères, je suis venu vous parler avec mon cœur pour vous dire que nous devons nous unir.
nous unir pour le développement de Djougou. Nous avons la chance d'avoir un aîné. Au moment où il est encore là, il est chef de parti. Profitons de son expérience pour construire solidement, pour que Djougou devienne comme Parakou, pourquoi pas, que nous l'orions Cotonou. En plus de ce bilan qui n'a pas occulté les défis à relever, les efforts au sein du parti sont passés en revue. Objectif, fournir aux militants des éléments concrets pour aller convaincre le plus grand nombre. Le gouvernement du président Talon va faire davantage pour Djougou. La transformation va être grande. Le maire a parlé tout à l'heure de Barénou. Il n'y a pas d'électricité à Barénou. Je vous promets, d'ici la fin du mandat, il y aura l'électricité à Barénou. Nous avons 2 organisations de masse, de femmes et de jeunes. L'OJBR et l'OFR. Aucun des autres partis du Bénin n'a ça. Nous sommes organisés comme ça, nous devons observer ces disciplines-là. Il faut que le BR soit un parti discipliné. En tant que militant du bloc républicain, vous avez toutes les munitions pour aller défendre l'action du gouvernement et défendre ainsi votre parti. Le dernier acte de cette rencontre est la remise de la cotisation de la section BR de Djougou au président du parti. Au total, 2 millions de francs CFA ont été mobilisés. Qu'il vous souvienne que le maître Adrien Humbedi, ancien président de l'Assemblée nationale, a récemment émis des critiques sur la situation sociopolitique du Bénin. Aujourd'hui, le Conseil des sages de Porto Novo s'est senti libre de répliquer. Voici leur réponse au micro de Viti Saoré. La rupture en avant, la rupture ne périra pas. Voilà quelques mots de la chanson circonstancielle que chantent à l'unisson femmes, jeunes et notables de la ville de Porto Novo. Ils réaffirment leur soutien aux actions du chef de l'État. Ce rassemblement vient également en réaction aux derniers propos controversés tenus par maître Adrien Humbedi. La sortie irraisonnée de Humbedi. Humbedi, il aurait pu se taire. Il a pris l'habitude. Et cette fois-ci, c'est pour la dernière fois. C'est une réaction pour d'abord remercier le président Talon et pour lui dire de compter sur nous. Porto Novo a bénéficié de beaucoup de choses depuis l'avènement de la rupture. Les routes qui sont refaites, les lampes, l'axe Cotonou, Porto Novo a tout subi une grande amélioration depuis Semepo jusqu'à Porto Novo. Et beaucoup d'autres infrastructures qui vont redorer le blason de Porto Novo. Principalement, notre expression, c'est que la continuité du président Patrice Talon ne doit pas s'arrêter. À ce rassemblement, les leaders religieux et têtes couronnées de la ville aux 3 noms ont également prié pour le président de la République et pour la paix au Bénin. Et Claudine Afiavi-Prudencio poursuit sa tournée dans les formations sanitaires. Après le littoral, la ministre conseillère en charge de la santé est descendue dans le département de l'Atlantique. Voici le point avec Jérôme Mumbo. Dans le département de l'Atlantique, la ministre conseillère à la santé a sillonné plusieurs établissements sanitaires, des zones sanitaires à Bomé-Calavi, Soava, Alada, Tofo, Zé. De l'unité de réanimation de la zone sanitaire à Bomé-Calavi, Soava, en passant par le centre de santé de Zinvier, l'hôpital de la zone sanitaire Alada, Tofose et le centre de santé de Koussi, les responsables ont accueilli avec enthousiasme la ministre conseillère à la santé, puisque le gouvernement a radicalement changé l'image des établissements sanitaires, a amélioré la qualité des services offerts aux populations. Beaucoup d'efforts sont faits. Et ça se voit, hein. Il y a des échographes, nous avons des moniteurs, nous avons l'écho-doppler, en fait, Calavi ne faisait pas avant. Donc aujourd'hui, on prend en charge très facilement avec les problèmes de cœur, parce que ça devient en fait des problèmes de plus en plus courants. Aujourd'hui, avec l'évolution de la démographie, nos centres sont un peu dépassés. Et je crois qu'à ce niveau, tout un programme est mis en place. Et les centres doivent être reconstruits, d'après ce qu'on nous a dit. Donc si on arrive à avoir ça, je pense que véritablement on pourra offrir les soins de qualité à nos communautés. Dans l'ensemble, je peux vous dire que des petits matériels médico-techniques ont été prévus, tels que le tensiomètre, le concentrateur d'oxygène, l'aspirateur, etc.
Et aujourd'hui, l'hôpital de zone Alada est quand même le pionnier sur le plan national et dans la sous-région, puisque déjà cette année, il y aura une visite dans le cadre d'un projet régional au Bénin à cause de ce qui se fait à l'hôpital de zone Alada Tofos. Le point d'orgue de la tournée de Claudine Prudencio a été le CHIC, Centre hospitalier international de Calavi, une fierté nationale concrétisée par Patrice Talon, le haut niveau en termes de référence sanitaire. Notre machine est capable de faire tout ce qu'il y a comme dernière technique. On a une cible et la plupart du temps, on a des organes à risque autour. Et pour être très performant, il faut mettre le maximum de doses dans la tumeur et protéger tout ce qui est organe à risque autour. Ça nous permettra d'abord de prendre en charge in situ les patients. Ça va réduire le coût des évacuations sanitaires. Ça va permettre, à côté de cela surtout, de réduire le délai de prise en charge parce que pour une personne qui se trouve en situation d'urgence médicale, qui doit bénéficier d'évacuation sanitaire, il faudra apprêter la logistique. Il faudra prendre l'avion, il faudra apprêter de l'autre côté. Donc, avec un hôpital de gabarit comparable à celui des hôpitaux vers lesquels on évacue nos concitoyens, on pourrait prendre en charge sur place ces patients. Dans leurs différentes catégories, les agents de santé, pour accomplir favorablement leur mission, ont besoin de moyens. Patrice Talon l'a rendu effectif dans ces zones sanitaires. Cette tournée m'a permis de voir, d'évaluer et de faire connaître les progrès réalisés dans notre système de santé. Chaque réforme entreprise a un impact direct sur la vie des citoyens et les résultats sont remarquables grâce aux investissements dans les équipements et à la formation des spécialistes. Le gouvernement de notre pays et son chef ont créé une unité de prise en charge rapide des AVC permettant une intervention immédiate et une réduction du taux de mortalité. Le gouvernement organise des campagnes gratuites de chirurgie cardiaque, sauvant plusieurs centaines de patients atteints de pathologies complexes. Renforcer la capacité d'accueil des unités de soins intensifs et de réanimation avec du matériel moderne. Il y a la spécialisation des services qui est un levier essentiel pour améliorer la qualité des soins. Ensemble, nous devons poursuivre nos efforts pour garantir des soins de qualité accessibles à tous. Claudine Afiavi Prudencio a pour finir adressé un message de gratitude et de mobilisation aux professionnels de la santé, véritables pionniers et acteurs de la mise en œuvre des réformes dans ce secteur, introduites depuis 2016 par le bâtisseur des temps modernes. Et un plan d'action pour le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été au cœur d'un atelier à Boycon du 12 au 14 février dernier. Un atelier de planification du programme Redevabilité de la coopération suisse. Les assises ont débouché sur plusieurs actions. Pierre Etadin aussi, Cadnel Capot. Le Bénin avait déjà depuis 2001 un document de stratégie nationale de lutte contre la corruption 2001-2025. Vous voyez, ça fait 24 ans. Or, le pays a connu des évolutions, que ce soit au plan normatif, que ce soit au plan institutionnel, et a engrangé également des résultats. Donc, il était important qu'au regard de la nouvelle option stratégique, qu'un document pertinent relatif à cette option soit adopté au plan national. Donc, nous avons proposé également l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de la corruption. Nous avons également proposé créer l'indice national de perception de la corruption. Transparency a proposé le rapport sur l'indice de perception de la corruption dans le monde, édition 2024. Mais nous avons pensé qu'au Bénin, il serait important que le pays lui-même se dote d'un indice national de perception qui tienne compte des réalités nationales et qui soit vraiment le produit d'une collecte de données faite par des structures nationales. Le troisième référentiel également, c'est de pouvoir doter le Bénin
d'une loi spécifique portant protection des lanceurs d'alerte. Il ne sert à rien de vouloir lutter contre la corruption si nous ne mettons pas en place un système qui permette de dénoncer sans risque de représailles. La troisième catégorie d'activités que nous avons proposée, c'est de pouvoir éduquer, c'est de pouvoir sensibiliser les populations. Donc nous avons également un paquet d'activités sous ce registre-là, au niveau de ce partenariat, pour faire en sorte de sensibiliser les populations par différents outils, par différents canaux, pour que le message soit porté à l'ensemble de nos concitoyennes, de nos concitoyens, pour que le changement de comportement soit véritablement effectif. Et Abomey se prépare à accueillir la première édition des festivités du Dahomey Cho, l'esthétique du royaume du Dahomey. C'est du 19 au 23 février 2025. Un rendez-vous fait d'animation autour de plusieurs palais royaux, mais le coup d'envoi officiel sera donné au palais Ruibadia d'Abomey. Voici le menu des festivités. Dahomey Cho, c'est en réalité pour penser comment pouvons-nous animer nos palais pour que pendant la pluvieuse, les herbes ne revisitent pas ces installations de nos parents. Pour que pendant la sécheresse, les feux de brousse ne visitent pas les installations que nos ancêtres ont eu à laisser et dont nous bénéficions comme héritage. Et dans la perspective d'animation, la Maison du Tourisme a trouvé qu'il faut faire une programmation qui sera axée autour du théâtre. Le sujet ici, c'est Tassi Rangbe. Nous aurons ensuite des spectacles de chant et de danse de la cour royale, des spectacles de musique traditionnelle, des pièces de la collection du président Gabin Djimansé que nous aurons à exposer ici. Nous avons sollicité les 4 films qui sont produits sur le retour des 26 trésors royaux. Nous avons sollicité tous les collèges qui abritent les classes culturelles pour nous envoyer des spectacles de théâtre, des créations autour du Dahomey. Et il y aura une compétition avec ces collèges et nous aurons à décerner des prix. Le roi du Dahomey, pour avoir la paix, a accepté les religions du livre. Nous avons un grand concert de nos parents, de l'Église catholique, de l'Église évangélique, de l'Église céleste, de l'Église apostolique. Et ce concert aura lieu à la place Goro le dimanche. Ce sera bien entendu la clôture de cet événement Dahomey Cho. Voilà qui met donc un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci à vous, mon cher Marcel. Vous ne bougez pas, vous restez en place. Mesdames et messieurs, vous savez pourquoi? Eh bien, on va garder Marcel pour, dans une poignée de secondes, nous faire part de ce qui fait l'actualité au niveau des journaux ce matin. Voici la revue des titres. Marcel Arossi, une fois encore, bonjour. Bonjour de nouveau. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? La une des quotidiens parus est parvenue à notre rédaction. Voici ce qui pourrait vous intéresser. En attendant, bien sûr, la revue de presse, nous démarrons par le Progrès Bénin, construire une justice plus proche des citoyens. L'une des déclarations du ministre de la Justice récemment, donc à manchette pour le Progrès aujourd'hui. Bénin intelligent, santé publique au Bénin, un système en mutation. Claudine Prudencio en mission d'évaluation. La Nouvelle Tribune, élection générale à venir au Bénin, un engagement timide de la jeunesse, un constat et un dossier politique consacré au sujet. Le Télégramme, élection générale de 2026 au Bénin, la liste électorale informatisée provisoire sera rendue publique en septembre 2025 selon le directeur de l'ANIP, rapporté donc par le Télégramme. Procès tentative de coup d'État contre Patrice Talon, Olivier Bokoy et Oswaldo Meki n'ont pas fait appel de leur condamnation à 20 ans de prison. Le Matin, nouvelle attaque terroriste dans le nord Bénin, près d'une vingtaine d'assaillants refroidis à Bani Kwara. Fraternité, élection générale de 2026, la liste électorale publiée en septembre 2025, la plateforme e-service.anip.bj ouverte aux citoyens. Projet
projet Wouri, un moteur de modernisation pour l'ANIP. Réalisation d'infrastructures routières, le pont 2 de Womé, désormais une réalité. Constat fait par Fraternité. Le matinal, incendie meurtrier à Aye-Lawadje, le propriétaire des substances chimiques mis aux arrêts. Il sera présenté au procureur de la République ce jour même. Le Soleil Bénin Info, les succès du réformateur national Patrice Talon, acte 1, le délestage conjugué au passé, fruit d'une vision claire et d'investissement majeur dans le secteur de l'énergie, c'est selon le Soleil Bénin Info. Le meilleur aujourd'hui, justice au Bénin, 4540 dossiers enregistrés par la Criette entre 2018 et mars 2022, ce qui témoigne de la pertinence de sa mise en place selon le meilleur. Palmarès, audit du fichier électoral, FCBE, pas important selon le parti Foscori pour un Bénin émergent. Vol de vivres dans les cantines scolaires, le désastre moral. L'emblème du jour, organisation de l'opposition à la présidentielle de 2026. La classe politique s'accorde enfin sur le code électoral selon l'emblème du jour. L'événement précis pour non-introduction de recours en appel 15 jours après le procès. Boko Omeki et Niri définitivement condamnés à 20 ans. La nation, identification des personnes, de nouvelles plateformes digitales lancées, établissement de la liste électorale informatisée. Découvrez donc les clarifications de l'ANIP dans l'apparition du jour du quotidien de service public. Le potentiel, tournée de la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, note des progrès dans les formations sanitaires. Cybercriminalité et chantage visant une élue parlementaire béninoise, une députée victime de sextorsion, 2 escrocs jetés en prison, la tête de l'élu frauduleusement coupée et collée à une scène débat sexuel. Les cybercriminels réclamaient 2 millions de francs CFA pour ne pas publier la fausse vidéo. Gaskiani Info, présidentielle 2026 au Bénin, vers un scrutin à un seul tour. C'est un dossier politique présenté par Gaskiani Info à lire si vous êtes tenté. Le confrère de la matinée, Julien Minavois, dans l'émission sportive Week-end à tout vent sur la 104.3 Radio Tokpa, l'important éclairage qu'attendait le Bénin sportif, témoignages, hommages et défis. Wakatsera, RD Congo, jusqu'où ira le M23, comme sur une route où il n'y a ni feu rouge, ni panneau stop, encore moins un agent de police pour réglementer la circulation et le cas échéant sévir. Le M23 fonce malheureusement à tombeau ouvert vers sa destination, pour l'instant connue de lui seul. Le pays sommet d'Addis Abeba et progression du M23 en RDC. L'UA peut-elle sauver le soldat Tshisekedi à la peine? Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci Marcela Rossi. On vous retrouve tout à l'heure pour beaucoup plus de détails. Ça va être dans la revue de presse cette fois-ci. Mesdames, Messieurs, on va continuer cette émission en marquant une petite pause juste et vous retrouver après. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEF. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître.
Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux, si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on ne cesse à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplissez les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Retour au plateau pour faire un tour chez le sage. Et oui, le sage nous apprend quelque chose aujourd'hui ou bien il nous rappelle quelque chose ce matin. Parole de sage, mesdames, messieurs, ce matin nous irons chercher dans le répertoire des proverbes africains et ce message du sage nous dit ceci ce matin. Le jeune marche plus vite que le vieillard. Le jeune marche plus vite que le vieillard, mais c'est ce dernier qui connaît le chemin. Le jeune marche plus vite que le vieillard, mais c'est ce dernier qui connaît le chemin. Ce proverbe vient nous rappeler que malgré la fougue, malgré l'énergie que vous pouvez avoir en tant que jeune, malgré votre, je dirais même, excitation face à des situations données, la sagesse et l'expérience du vieillard feront toujours la différence. Ne dit-on pas qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout? Et donc, quand la jeunesse, dans sa fougue, dans sa force, dans son énergie totale, aborde des questions de la vie, aborde des situations de la vie, des expériences de la vie d'une façon précipitée parfois,
Lorsque la personne la plus âgée appelle au calme, parfois on se dit mais non, il faut laisser celui-là, il est dépassé, ce n'est plus son époque. De toutes les façons, c'est notre temps. Certes, c'est votre temps, chers jeunes, mais n'oubliez pas que l'expérience du vieillard a déjà tracé le chemin. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez vous perdre justement en chemin en refusant de mettre votre main dans la main du vieillard qui vous guide. Qui va lentement, va certainement, sûrement. Mais lorsque vous allez plus vite et que vous courez tout le temps sans écouter les conseils, sans écouter les suggestions, sans écouter les paroles de ceux qui ont fait des expériences avant vous, de ceux qui ont emprunté ce chemin avant vous, eh bien, vous risquez de ne pas aller à bon port. Et donc, pour nous rappeler tout simplement que dans la vie, il est très important d'écouter ceux qui ont eu des expériences, ceux qui ont vécu avant nous. Comme on le dit, respecter les gens qui ont vécu. Et donc, la jeunesse, le jeune marche plus vite, mais il marche plus vite que le vieillard. Mais c'est ce dernier qui connaît le chemin. Il y aura toujours un petit quelque chose, il y aura toujours un petit secret, il y aura toujours une petite information cachée quelque part, un code, une information cachée dans un code que vous ne pouvez pas déceler malgré votre jeunesse, malgré vos connaissances, entre griffes, malgré vos expériences, que le vieillard sera obligé de vous montrer, sinon vous allez tourner en rond. Et donc, le sage nous rappelle ce matin qu'il faudra faire attention, quelle que soit notre bonne volonté, notre énergie, notre fougue, de ne jamais oublier que seul le vieillard connaît le chemin. Le jeune marche plus vite que le vieillard, mais c'est ce dernier qui connaît le chemin. Et parlant justement de chemin, il y a un chemin que nous allons emprunter juste après cette pause. Mais avant, mesdames, messieurs, je vous le disais en introduction de cette émission, comment est-ce que nous pouvons faire pour réduire le taux de chômage dans notre pays? Pendant longtemps, il y a eu des systèmes d'éducation où on fait de longues études, comme on le dit, mais de plus en plus, l'accent est mis sur l'enseignement technique et professionnel et surtout la formation pratique, l'apprentissage. Alors, à votre avis, quels sont les leviers sur lesquels l'on pourrait agir pour réduire le taux de chômage dans notre pays? C'est la question du jour. Nos plateformes digitales sont là, Facebook, WhatsApp, Twitter, X, comme on le dit désormais, pour recueillir vos avis, vos impressions, vos analyses, vos propositions, pourquoi pas, puisque nous sommes très suivis également par les dirigeants de ce pays. Ils pourront peut-être s'appuyer sur vos propositions pour ajuster un certain nombre de choses. Allez, on marque une courte pause pour recevoir nos tout premiers invités sur cette émission ce matin. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Mes tout premiers invités du jour sont dans un secteur très important pour notre pays, un secteur qui apporte des devises, un secteur à organiser et réorganiser, un secteur à suivre de près. Et ils sont venus ce matin nous parler de la saison 2024-2025, n'est-ce pas? Alors, Président Lokosso Léopold, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'interprofession de la filière ANACAV. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Juste en face de vous, monsieur Herman Imali Dieta, vous êtes le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors,
Président Lokosso, Léopold, vous êtes le président, je l'ai dit, de l'interprofession de l'ANACAD. Comment se porte l'interprofession? Oui, aujourd'hui, je vais dire l'interprofession se porte très bien. Parce que nous sommes arrivés à restructurer cette interprofession. Et parce qu'en son temps, il y avait beaucoup d'acteurs qui se composent d'interprofession. Mais nous avons jugé que cette composition ne peut pas faire la promotion de la filière. Et on a pensé à sa restructuration. Et il y a les deux familles d'acteurs qui courent les risques de la filière, qui se sont mis ensemble aujourd'hui. La famille des producteurs à travers la Fédération nationale des producteurs d'Anancad du Bénin et la famille des transformateurs à travers le Conseil national des transformateurs du Bénin. D'accord. Alors, Président d'État, rebonjour, dites-nous comment est-ce que nous parlons ce matin de la saison de la commercialisation du noix de cajou. Comment est-ce que ça va se dérouler? Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Où est-ce qu'on en est dans les préparatifs? Merci. Cette année, la commercialisation de nos noix de cajou va se dérouler entre les coopératives communales des producteurs de cajou et regroupées au sein de la FENAPAB, comme le président l'a dit, Fédération nationale des producteurs d'Anancad du Bénin, et les usines. Les usines qui se retrouvent au sein du Conseil national des transformateurs de cajou du Bénin. Alors, lorsque vous savez bien que nous avons déjà lancé la commercialisation. Nous avons appuyé le président il y a quelques jours à Basila, vous l'avez bien suivi. Et la commercialisation aujourd'hui, d'abord, nous avons 45 communes qui produisent de ces noix d'acajou au Bénin. Et ces 45 communes ont été subdivisées en zones par les usiniers. Et ces usiniers vont également signer des contrats avec les transporteurs, et c'est ces usiniers qui vont envoyer les camionneurs, sinon les chauffeurs de ces transporteurs vers les coopératives villageoises et communales de producteurs de cajou. Mais en les envoyant, ces commerçants, ces camionneurs seront munis d'un document qui leur sera délivré par les usiniers que nous avons appelé bon de chargement. Une fois au niveau commune, ce document permet à la coopérative de savoir la provenance de ce camion. Et ce document comporte des renseignements qui permettent à la coopérative de mentionner tous ces renseignements dans un document qu'eux ils appellent un bordereau d'enlèvement. Et ce papier conduit ce transporteur vers le magasin ou le marché autogéré qui est animé par une équipe que nous avons appelée équipe de pesée. Et les renseignements contenus dans ce document que nous avons appelé bordereau d'enlèvement permet à la coopérative d'enregistrer tout ce dont elle a besoin comme renseignement sur ce camion, sa provenance qu'il a envoyé avant de lui livrer le produit. Et lorsque le produit, une fois livré à ce transporteur, il y a un document qui accompagne ce même transporteur que nous avions appelé le bon de livraison. Et ce bon de livraison renferme tous les renseignements qui étaient dans le bon d'enlèvement que le transporteur a envoyé et l'ordre d'affectation au niveau de la coopérative. Ça veut dire que lorsque le transporteur quitte une commune, n'importe où on le rencontre, on a tous les renseignements, connaître sa provenance, et où est-ce qu'il est allé charger, la quantité qu'il a chargé, la qualité qu'il a chargé, et où est-ce qu'il va. Ça permet ainsi, à la fin de la campagne, d'avoir toutes les statistiques de production de chaque commune, de chaque coopérative, et pendant qu'on fait cette commercialisation, cette pesée, les producteurs sont payés au comptant. Et il y a 3 formes de paiement. Il y a des gens qui prennent l'espèce, il y a certains qui sont payés par chèque et d'autres par virement selon la volonté du producteur et la quantité du produit qu'il a livré. D'accord. Oui. Alors, Président Lokosso, vous qui êtes un peu, qui chapeautez un tout petit peu l'organisation de tous les acteurs, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les dispositions que l'interprofession prend? Où est-ce que vous en êtes concrètement avec les différents acteurs pour que la campagne de commercialisation se déroule très bien? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, tous les documents
qui vont servir à la bonne commercialisation sont déjà confectionnés, mis déjà à disposition des producteurs au niveau des villages. Donc, en dehors de ça, les usiniers ont déjà déposé les 5% de leurs acomptes dans le compte de IFA au niveau du Trésor. Donc, il y a IFA qui signifie interprofession de la filière Anacarde. Voilà. Donc, il y a certains usiniers aussi qui ne l'ont pas encore déposé, mais il y a d'autres qui ont déjà déposé. Nous avons déjà positionné l'argent au niveau des comptes de ces CVPA. Donc, le problème d'argent ne se pose plus parce que nous avons opté pour vendre au comptant. Le producteur amène son produit, on pèse et il est payé directement. Soit, comme l'a dit le président de la Chambre, il est payé au comptant, soit par chèque ou bien par virement bancaire. Les équipes de possession sont déjà identifiées, formées. Nous avons rencontré les maires, les douaniers, les policiers, parce qu'il faut que tout le monde s'engage pour la réussite de la commercialisation, pour éviter la sortie provisoire de nos produits qui enrichissent les autres pays au détriment de notre pays. Donc, nous avons fait une telle rencontre avec eux pour leur montrer comment ça va se passer, la commercialisation, et ce qu'ils vont apporter pour la sécurisation de nos frontières, pour que ça ne sorte pas. Tout ça, là, ce dispositif est déjà prêt, et il n'y a plus... Nous avons fait une visite de toutes les usines pour voir est-ce que toutes les usines sont déjà prêtes pour pouvoir recevoir tous les produits que nous allons commercialiser dans notre pays. Donc, nous avons visité aussi les magasins qui vont abriter ces produits que nous allons commercialiser. Donc, voilà, là où on en est, tout est prêt. Et je pense que à partir de demain maintenant, la commercialisation va commencer. Eh bien donc, ça va être une bonne nouvelle pour tous les acteurs du secteur. Et vous avez parlé tout à l'heure des acteurs, vous avez parlé de cette rencontre, vous avez parlé de la nécessité pour chacun de jouer sa partition. Nous allons suivre cet élément qui rassemble justement ces acteurs-là et on revient sur le plateau. Merci. La mise en œuvre de la campagne de cajou au titre de cette année 2024-2025 est complètement différente de ce qui se passait jusqu'à la saison dernière. Il y a donc eu restructuration de l'interprofession et désormais, en application du décret d'interdiction de l'exportation des noix brutes de cajou depuis le 1er avril 2024, toute la commercialisation de noix de cajou du Bénin se fera entre les producteurs et les transformateurs de noix. Il n'y a donc plus de commercialisation en vue de l'exportation. De ce point de vue, l'interprofession a été restructurée et c'est les familles des producteurs FENAPAB et la famille des transformateurs CNTC qui constituent l'interprofession. Et donc, dans cette droite ligne, un nouveau mécanisme de commercialisation a été mis en place avec une note conceptuelle qui définit les rôles des producteurs, les rôles des transformateurs et les rôles des services connexes que sont la douane, la police, les élus locaux, les maires. Et chacun doit jouer sa partition pour la réussite de la commercialisation en vue d'acheter toutes les noix auprès des producteurs et de les acheminer vers les usines qui sont implantées sur tout le territoire national, empêchant toute sortie frauduleuse des noix de cajou produites au Bénin. C'est donc ce mécanisme qui est en vulgarisation aujourd'hui à l'endroit des maires des 45 communes productrices de noix de cajou au Bénin, en direction des responsables de la police de ces 45 communes et en direction des services des douanes qui opèrent au sein donc de ces 45 communes. Nous avons été heureux de constater que les maires, les policiers et les douaniers ont adopté, ont compris l'idée maîtresse qui est derrière les dispositions qui ont été prises et ils ont accepté d'accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de la commercialisation en jouant de façon convenable leur rôle, en participant donc à la réussite de la campagne. Et ça, c'est un résultat très éloquent et nous, acteurs, nous en sommes très heureux. La douane a toujours été présente dans le cadre de la lutte contre la sortie frauduleuse des
de ces produits agricoles. Et aujourd'hui, c'est l'occasion encore de réitérer notre engagement face à tous les acteurs, mais beaucoup plus de nous impliquer dans la résolution de toute situation qui porte à interprétation, surtout avec l'interprofession aujourd'hui qui constitue une entité auprès de laquelle nous pouvons poser les situations conflictuelles qui se posent à nous lors de cette lutte. Pour la campagne qui est lancée, la police républicaine est prête et s'engage à accompagner le bon déroulement comme elle a toujours fait dans les années antérieures, en apportant sa touche sur le plan sécuritaire, sur le plan sensibilisation également, et pour le respect des tests. Eh bien voilà l'élément, président Lokossou, ceci vient mettre un terme aux rumeurs qui faisaient croire que les forces de défense et de sécurité, la police républicaine, la douane et certains acteurs ne voudraient pas se donner la main pour la bonne marche de la saison, de la campagne de commercialisation. Exactement. Et cette rencontre que nous avons initiée, c'est d'amener tous les acteurs à s'engager. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la participation effective de ces acteurs et tous ont pris l'engagement de faire cela. Mais il faut de constater aussi que nous avons constaté sur le terrain, nous avons des informations qu'il y a certains produits qui sont en train de sortir du territoire national et que nous devons veiller à ce que nous tous on joue notre partition pour que ça ne sorte plus. Parce qu'aujourd'hui, tous les produits qui vont sortir de ce territoire vont enrichir les autres pays. Je prends l'exemple de notre frère de Togo à côté. Ils ne produisent pas de la canne comme nous, mais ils se trouvent dans les premiers exportateurs de la canne dans le pays. Nous avons opté pour l'industrialisation de notre pays, la création de l'emploi et de la richesse. Mais si on ne sauvegarde, si on ne garantisse pas la matière première, à la transformer au niveau national, la création de ces emplois-là vont disparaître et notre économie aussi aura un coût. Donc c'est pour cela que c'est le souhait de personne. C'est pour cela que nous demandons à tous les acteurs de jouer leur partition pour que les produits du Bénin soient transformés au Bénin pour créer la richesse et de l'emploi. D'accord. Alors, Imali Dieta, quel est l'appui que le gouvernement met à la disposition des acteurs pour la réussite de cette campagne? Oui, nous le savons bien que la fraude est aussi, elle date aussi longtemps que les services douaniers. Donc, c'est les patrons qui ont parlé, qui ont pris des engagements et le travail se fait. Mais comme le président de l'interprofession l'a dit, il y a encore des efforts que nous attendons du gouvernement parce que nous avons encore certains agents de la douane et de la police qui sont inactifs devant certains acteurs de cette fraude et qui passent avec nos produits. Et alors là, quand nous prenons l'exemple de certaines communes comme Ouessé, comme Savé, comme Tiaourou, pour ne citer que ça, pendant qu'on était en train de lancer la commercialisation, nos produits passaient. Ce que nous attendons du gouvernement, en plus de ce que le président de l'interprofession a dit, c'est que désormais ces actes soient punis. Parce que nous le savons tous au Bénin que, que ce soit policier, que ce soit douane, chacun souhaite qu'on l'affecte vers la frontière. C'est pour un travail. Mais quand ils vont là-bas, qu'ils fassent ce travail effectivement. On ne va pas dire que c'est tout le monde. Il y a toujours des brebis galeuses qui échappent de la troupe. Nous voulons que des actions soient prises pour que chacun joue son rôle. Et que le contrôle soit plus strict. Dans le cas contraire, que ces actes soient punis, ne serait-ce qu'en les affectant de la frontière vers des endroits s'ils ne peuvent pas faire ce travail. Sinon, le travail qui se fait, comme que ce soit au niveau, les patrons de la douane ou de la police viennent comme vous venez de le voir dans ce que nous avons suivi, ils ont pris des engagements, ils font le travail. Mais il y a encore certains parmi eux qu'il faut voir dans le comportement pour les remettre dans les rangs. Il y a espoir quand même que ces patrons puissent remobiliser leur bien groupe sûr, parce qu'avoir leur volonté, leur détermination, moi je pense qu'ils peuvent le faire. D'accord. Alors au-delà de cet appui, monsieur Lokossou, quels sont les autres appuis que vous attendez davantage du gouvernement béninois pour vous accompagner dans la réussite de cette campagne de commercialisation?
remercie beaucoup. C'est des habitudes que nous voulons changer. En son temps, il y avait des intermédiaires et que nous avons restitué la filière pour que les acteurs qui courent les risques se trouvent sur la même table pour pouvoir échanger. Donc cette habitude que nous voulons changer ne serait pas comme... ça va bousculer quand même des intérêts. des intérêts. Oui. Donc nous voulons que tout le monde pense à l'intérêt général de notre pays. Tout le monde pense au développement de notre pays. Tout le monde pense à la création de la richesse pour notre pays. Tout le monde pense à la création de l'emploi pour notre pays. Et il y a la volonté manifeste de notre gouvernement à accompagner la filière. Donc, tout ce que le gouvernement a fait jusqu'à aujourd'hui, le reste nous revient à nous les acteurs à jouer notre partition pour pouvoir avancer. C'est pour cela que moi, je remercie encore le gouvernement par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est la sécurisation et que toute personne, tout acteur qui ne veut pas respecter le mécanisme, il faut que le gouvernement sévisse pour l'intérêt général de la nation. D'accord. Alors, je crois qu'on a fait le tour de la question. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne réussite de la campagne de commercialisation. Eman Imali Dieta, si vous avez un mot de fin, lequel serait-il? Oui, je voudrais revenir sur les différents documents que le président de l'interprofession a cités, et en disant aux chauffeurs que la délivrance, la remise de tous ces documents, que ces documents sont gratuits. Okay. Que ce soit le bon de chargement remis par les usiniers, que ce soit le bordereau d'enlèvement remis par les coopératives de production au niveau commune, que ce soit les bordereaux de livraison donnés au niveau des magasins ou des marchés autogérés, tout est gratuit. Tout est gratuit. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne dire il faut payer telle chose d'abord. Donc, il faut bien préciser que tous ces documents, leur obtention, c'est gratuit. C'est gratuit. Et que la commercialisation qui se fait entre la FENAPAB et le CNPC, que c'est sur la coordination de l'interprofession IFA. D'accord. Allez, Président Lokossou, si vous avez un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est de rappeler à nous les producteurs que la commercialisation veut commencer, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Et que les transformateurs aussi ne pourront rester à s'asseoir au niveau de leurs usines pour dire c'est déjà lancé, ils aussi n'ont qu'à s'engager pour faire la sécurisation de ces choses-là avec nous. Donc, et je pense que si tout le monde joue sa partition, je pense que la commercialisation va réussir. Eh bien, merci à vous. On souhaite que tous les acteurs conjuguent leurs efforts pour la réussite de la campagne de commercialisation du noix d'acajou saison 2024-2025 pour le bonheur de l'industrie béninoise, pourquoi pas, et pour le bonheur de tous ceux qui sont intéressés, sinon qui travaillent dans cette filière-là. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Président Lokossou, je rappelle que vous êtes le président de l'interprofession de la filière ANACAD IFA. Imali Eman Dieta, vous êtes le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau, nous parler donc de l'ouverture et surtout du déroulement et des conditions, des dispositions pratiques que vous avez prises pour la réussite de la campagne de commercialisation du noix d'acajou. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause et on revient juste après. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Le monde comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence.
et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Retour au plateau, voilà, c'est avec Ange-Nickel Dorego que nous gérons donc la réalisation de ce matin et nous sommes de retour en plateau, mesdames et messieurs, pour parler donc du passé. Nous allons parler au présent du passé, nous allons parler de nos héros et ce matin on va parler du premier roi de Dahomey et mon chroniqueur de tous les jours, tous les lundis, il est déjà là. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Alain Soutioumé. Merci d'être fidèle au poste, ça va? Oui, très fidèle au poste. Et fidèle au poste pour parler du passé au présent. Le passé au présent, c'est des héros oubliés qu'on veut ressusciter. Des héros et non des héros. Oui, des héros, bien sûr. Oui. Des héros. Alors, ce matin, vous avez choisi de nous parler du premier roi de Dahomey, Dakodonou. Oui, le premier roi du Dahomey, Dakodonou. Certains diront qu'il n'est pas le premier, d'autres diront qu'il est le deuxième ou qu'il n'est même pas parmi les premiers. Mais on va parler de Dakodonou. Pourquoi on dit qu'il n'est pas le premier? C'est parce que celui qui est venu directement d'Alada pour s'installer avec les Guédévi, c'est Gagné Khessou, vers l'an 1600. Gagné Khessou est venu et il était comme un chef de tribu, mais pas un roi. On ne l'appelait pas roi. On n'utilisait pas l'expression qui montrait que c'était le roi. Et il a un temps soit peu régné de 1600 à 1620. Mais celui qui lui donnait des conseils, qui était, disons, le maître à penser, c'est Dakodonou, son frère cadet. Le frère cadet lui donnait des conseils et l'accompagnait totalement. Et l'histoire nous raconte que les Dako vont certainement, ils auraient pu venir nous expliquer correctement. Bien sûr, il faut préciser que c'est, enfin, les Dakodonou, celui qui devrait être sur ce plateau, M. Césaire Agboussaga, devrait être là pour nous parler donc de ce roi, pour échanger avec nous. Il est contrôleur général de police à la retraite. Certainement que des empêchements de dernière minute ne lui ont pas permis d'être sur ce plateau, sinon c'est César Agboussaga qui devrait être là ce matin avec nous. D'accord, oui. Et il est contrôleur général, comme vous l'avez dit. Et il a été directeur général de l'Arche. Ce qui a permis de penser à la réhabilitation des palais d'Abomey. Alors, pour parler de Dakodonou, je disais qu'il était le frère cadet et qu'il était le maître penseur de Gagné Khessou. Maître penseur de Gagné Khessou, mais l'histoire nous dit que à un moment donné, le grand frère est allé en villégiature et il était hors de la capitale Abomey. Et entre-temps, son frère a commencé par régner et c'est à ce moment-là quand on a senti... Son frère a pris le pouvoir. Oui, il a pris le pouvoir. C'était comme un genre de coup d'État. Et de 1620 à 1645, Dakodonou a régné. Il a régné comme, disons, le premier roi, parce que c'est à partir de là qu'on a commencé par parler puisque son grand frère était supposé être un chef de tribu, et pas formellement un roi. Voilà, pas formellement un roi. Donc, il a été intronisé roi avec tous les attributs de roi, symboles de roi, le sceptre, toutes les cérémonies qui vont avec. Donc, c'est pour cela qu'on le considère comme premier roi du Dahomey. Mais certains disent que ce n'est pas le premier roi du Dahomey parce que c'est bien après lui que le nom Dahomey est venu dans le ventre de Dan. Que en ce moment-là, c'était une principauté, la principauté d'Agomey. Disons qu'il était le souverain de Agomey avant que Dahomey n'arrive. Oui, mais les descendants de Dako disent qu'il était le premier roi du Dahomey. Ce qui est sûr, c'est vrai, il y a peut-être une toute petite différence entre le royaume
d'Abomey, le royaume de Dahomey, mais l'un met dans l'autre. Ce qui est sûr, c'est les mêmes familles qui ont pu quand même créer ce grand royaume de notre pays. Oui, tout à fait. Les mêmes familles, les mêmes dynasties ou les dynasties qui se sont succédées. Oui, ce qui fait que actuellement, il y a un palais de Dako. D'accord, il y a un palais pour chaque roi, pour chaque personne, pour chaque personnalité, je dirais, royale de cette grande entité qui était le Dahomey. Eh bien, voilà. Merci à vous, Patrick Djossou. On aurait aimé avoir notre invité pour plus de détails, mais bon, c'est déjà ça. Les aléas du temps, on ne les maîtrise pas. Et surtout quand on a fait une émission en direct, ça fait partie du boulot. Allez. Oui. Alors, Patrick, vous restez avec nous. On va retrouver un autre panel de notre émission, voilà, pour parler emploi, pour parler d'emploi pratique, de formation pratique. Et on aura certainement une voix qui connaît la chose et qui va certainement nous faire le débat avec nous. Mesdames, Messieurs, on va dresser un petit tapis, voilà, prendre une courte pause pour installer nos invités. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur. Vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle. Vous êtes immédiatement disponible. Vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi. Inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Le débat du jour, mesdames, messieurs, porte sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Et nous nous posons la question de savoir, est-ce le chemin contre le chômage? C'est vrai que pendant longtemps, on va à l'école, on fait le cours primaire, on fait le collège, d'abord 6 ans au cours primaire, 7 ans au collège. Si entre-temps vous n'avez pas redoublé, et puis après le cursus universitaire pour sortir, et finalement, si Dieu fait grâce, vous avez un bon boulot. Dans le cas contraire, vous vous débrouillez, et puis bon, voilà. Et après, on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas former désormais les citoyens à faire quelque chose de concret de l'homme? D'où le concept de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors, nous nous posons la question ce matin de savoir si nous optons pour ce concept-là, est-ce que cela va nous aider à sortir un tout petit peu du chômage? Parce que le chômage continue de battre son plein en Afrique en général, et puis le Bénin n'est pas exempté non plus. Il faudra donc réfléchir. Et pour parler de cette thématique ce matin, j'ai en face, sur ce plateau, voilà, Monsieur Arsène Kofi Zokli. Vous êtes ingénieur, planificateur, économiste. Je dirais que vous êtes également l'actuel directeur général du FODEFCA. Voilà, un acteur qui intervient dans la formation donc professionnelle dans notre pays. Vous allez nous parler donc du bien fondé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. En face de vous, je le représente une fois encore, Patrick Leco.
Ah oui, voilà. Vous comprenez pourquoi? Oui, je comprends pourquoi. Dites aux téléspectateurs pourquoi. Alors, Patrick Loko devait être avec nous, mais malheureusement... Voilà. Il a été empêché également. Allez, donc voilà. Patrick Josso, merci d'être là. On ferait un clin d'œil à Patrick Loko. Ce n'est pas son habitude de manquer des rendez-vous. Ça, on peut témoigner. Alors, Monsieur Arsène Zoclé, quand on parle de formation professionnelle, qu'est-ce que l'on peut comprendre par ce vocable? C'est un dispositif qui permet de faire l'acquisition de quelques connaissances, de compétences. Et là, en dehors de ça, non, il faut dire que... Disons, je reprends. Hein. Oui, allez-y, on se relaxe. Hein, c'est un dispositif qui permet de faire des acquisitions de compétences pour exercer un métier ou un emploi. Okay. D'accord. Mais quand on parle de formation professionnelle technique, est-ce que, parce qu'on a ajouté technique dessus, ça apporte un plus ou il y a une différence? Non, c'est toujours le même vocable, seulement que dans l'enseignement professionnel, il y a la formation initiale, il y a la formation continue. La formation initiale, ça c'est au début. Mais la formation continue, ça s'acquiert en cours d'emploi. Et ça permet de s'adapter au changement. Mais quelle est la nécessité de faire une formation continue? Ça permet de s'adapter au changement, comme je l'ai dit tantôt. Disons, on a l'évolution de la technologie. Quand ces choses de la sorte, il faut pouvoir s'adapter, les maîtriser pour être concurrentiel sur le marché. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Alors, Patrick Josso, pendant longtemps, hein, je l'ai dit, c'est les longues études. Puis après, à un moment donné, même le président de la République, Patrice Talon, s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faut pas créer plus de lycées? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant mettre des formations pratiques sur la table, à faire de telle manière que lorsque le citoyen, l'élève, l'apprenant quitte le centre de formation, c'est qu'il est pratique à s'installer ou bien à travailler tout de suite. Est-ce que vous pensez qu'en jouant sur ce terrain, on peut réduire le taux de chômage? Oui, a priori oui. Pourquoi je dis a priori oui? C'est parce que tout n'est pas gagné d'avance. Il n'y a pas de baguette magique pour changer totalement. Dans tous les pays, il y a toujours des chômeurs. Il n'y a pas de pays à taux zéro de chômage. Il y a toujours quelques chômeurs. Mais pourquoi je dis que lorsqu'on parle de ce genre de formation, c'est le système français qui a fait qu'on s'est retrouvé à penser qu'il y a une formation pratique à mettre à l'écart de la formation théorique. Le système français pense à la théorie, je dirais à 100% ou à 98% et les 2% pour la formation pratique. Et c'est ce système dont on a hérité. Lorsque vous passez dans les pays anglophones, lusophones ou hispanophones ou germanophones, il y a toujours un système qui fait que la personne qui travaille, la personne qui va à l'école, pas qui travaille, qui va à l'école, fait quelque chose de pratique pour adjoindre à sa formation théorique. Et le système est fait de telle manière que ce n'est pas des cours le matin, il y a cours, le soir il y a cours, c'est journée continue. Pour bon nombre de pays qui ne sont pas francophones, c'est la journée continue. Et l'après-midi est réservé pour des exercices pratiques ou pour tout ce qui est pragmatique. Mais le système français, c'est, voilà, on va à l'école. C'est ça, on l'appelle formation par alternance. Donc, on va en entreprise, on va suivre des cours théoriques et après on vient en entreprise pour les pratiquer. Voilà. Et ça, tout ça, ça fait un bon mélange, quoi. Et ça forme bien le cadre. Est-ce que ce système est huilé au Bénin? La formation en alternance. Voilà. C'est déjà en pratique maintenant. Il faut dire qu'avec l'arrivée du président Talon, nous avons repensé tout le système de formation professionnelle en écrivant une stratégie nationale de l'EFTP, de l'enseignement et de la formation technique professionnelle. Et ça a permis de mettre en place aujourd'hui une agence de développement de l'enseignement technique, ADET, qui dépend directement de la présidence. FODEFCA est là en tant qu'outil
en tant que bras armé pour former les apprenants. Mais le FODEP, ça c'est quoi? C'est le Fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage. D'accord. Fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage. Alors, est-ce qu'il y a une différence que l'on peut faire entre la formation professionnelle et l'apprentissage? Il y a une différence. La formation professionnelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est un processus qui permet de faire l'acquisition des compétences pour servir dans un emploi. Alors que la formation par apprentissage, c'est un dispositif qui permet toujours d'acquérir des compétences, mais sur l'influence d'un groupe d'individus, d'une organisation ou d'un individu qui est le patron. Et un patron d'atelier, par exemple. Et il faut la volonté d'apprendre. Ça, c'est un facteur très, très important. Il faut que l'apprenant ait la volonté d'apprendre. Si tout ça là, ensemble, ça donne l'apprentissage. Alors, comment se passe la formation professionnelle au Bénin? C'est vrai qu'on a le ministère de l'enseignement technique et professionnel, on a des structures, mais de façon concrète, comment est-ce que ça se passe dans notre pays? C'est ça que je vous ai dit tantôt. Quand le président est venu, il a réorganisé ça. Parce que c'est sur ce levier qu'il faut appuyer pour diminuer le taux de chômage. Et pour ça, on a écrit la stratégie pour savoir là où on va. Tout ce qui existait, on a étudié pour voir qu'il faut continuer dans ce sens. Il y a les centres de formation professionnelle, il y a les lycées. C'est pour ça que vous allez voir, le président a annoncé des constructions de tout ça. C'est les résultats de l'étude. Donc, aujourd'hui, il y a le ministère qui est en charge de l'enseignement professionnel, qui patronne tout. Il y a l'agence qui est là pour faire les recherches de financement et mettre les projets en marche. Et en plus de ces deux structures-là, nous, on est FODEFCA, on est sous la tutelle de l'enseignement technique. Et il y a aussi une direction là, qui est la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, qui gère les centres de formation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un appareil qui est mis en place pour la bonne marche. Alors, dites-nous, souvent, quand on parle de formation professionnelle, dans l'ancien temps, le bon vieux temps, c'est le patron qui finit d'apprendre le métier à l'apprenant et on fixe un jour. Voilà, on fixe un jour pour faire remise de diplôme et IFLI, voilà. On peut le dire en français. Mais et puis après, il y a eu le concept de CQP et de CQM qui sont arrivés. Ces concepts-là, que regroupent-ils? Bon, CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. Et ça, c'est le DEC qui l'organise pour les apprenants. Maintenant, pour les apprentis, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire les artisans, ça c'est CQM, certificat de qualification au métier. Et ça, c'est la Chambre des métiers qui l'organise en lien avec la TEC. Voilà. Donc, quand tu finis d'apprendre ton métier, tu passes l'examen CQM, comme on l'a dit. Et il n'y a plus de contraintes autour. Tout est bien organisé, il n'y a pas de petits jeux à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les patrons qui exigent. Il n'y a plus ça. Voilà, on dit pour que l'apprenant puisse avoir son diplôme, il y a un montant qu'il faut payer. Il suffit juste de déposer les dossiers, vous passez l'examen, et s'il y a un frais d'inscription, vous passez et puis vous passez. Alors, monsieur, vous avez dit qu'il suffit de déposer les dossiers. Mais lorsque le patron ne dépose pas les dossiers, est-ce qu'il y a une ça, c'est des complications, mais il y a des organisations qui s'en occupent, qui amènent le patron à déposer. Il y a des organisations dans chaque secteur. Alors, monsieur Arsène Zokli, moi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu dans le débat. Pendant longtemps, c'est vrai, la formation théorique et tout. Est-ce que vous pensez que la formation professionnel, l'apprentissage, apprendre quelque chose de pointu, de pratique et même de rare, est-ce que cela a une influence sur le taux de chômage dans notre pays? Forcément. Forcément, ça a une influence. C'est d'ailleurs pour ça, c'est pour régler ce problème-là, que nous demandons aux jeunes d'aller vers la formation professionnelle ou bien l'apprentissage. Puisque là, il y a l'auto-emploi. Et le gouvernement finance ça, l'auto-emploi. Et il y a l'adaptation aussi, c'est-à-dire que c'est des métiers déjà étudiés
que les gens apprennent. Donc il n'y a pas de chômage, c'est les besoins. Les débouchés existent. C'est les besoins que le marché a. C'est sur ces besoins-là qu'on fait des formations. Donc il n'y a plus à se... Quand vous êtes sérieux, vous faites votre travail, vous allez vous auto-employer tout au moins. Ou, en tout cas, il y a aussi des programmes d'insertion des jeunes qui accompagnent tout ce système-là. Voilà, quand nous prenons Azoli par exemple, ça, il y a le gouvernement avec ses partenaires a mis en place des systèmes. Bon, d'accord. Mais quand on finit de dire tout ça, Patrick Diossou, est-ce que il faut abandonner littéralement et totalement les autres formations également au profit de rien que la formation professionnelle technique et l'apprentissage? Ça va être difficile. Difficile parce que la théorie est déjà la base de toute, je dirais, de toute éducation. Lorsque la théorie est mise totalement de côté, la pratique n'a pas sa force. Là, c'est la théorie qui permet de mettre les bases. De toute façon, lorsque vous écoutez M. Zokli, il a dit qu'on a fait une programmation, on a fait des études. Et ce sont les résultats qui permettent d'orienter les formations. Oui, ce ne sont pas les praticiens, simplement ceux qui sont dans la pratique qui ont pu faire toutes ces études-là, qui ont pu faire toute cette programmation. Il faut de la théorie, il faut qu'il y ait des gens qui soient dans la pensée pour pouvoir asseoir ce qu'il y a à faire. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas automatiquement dire que ceux qui sont des littéraires, des théoriciens, des philosophes qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Non, même les pays occidentaux ont continué, si on les considère comme des références, on continue à avoir des penseurs, des personnes qui pensent. Mais au Bénin, on en a assez déjà, hein. On a assez. Pour qu'on décolle aujourd'hui, il faut qu'on aille sur... Non, mais quand vous dites ça, quelles sont les statistiques qui vous permettent de faire une telle affirmation alors que... Non, on a toujours fait l'enseignement général, on a toujours évolué jusqu'à... surtout à l'arrivée de ce gouvernement-là que nous avons recadré les choses. Alors, M. Zokli, moi j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, mais quels pourraient être les éléments motivateurs, les mécanismes sur lesquels on peut jouer pour que les jeunes d'aujourd'hui aillent vers les métiers pratiques? Bon, nous sommes en train de le faire déjà, il faut communiquer beaucoup et il faut leur présenter l'intérêt à faire ces métiers-là. Puisque l'emploi est garanti, l'auto-emploi est garanti et le gouvernement a mis des mécanismes pour financer ces choses-là, pour mettre en place ce dispositif et le renforcer. Oui, mais si dans la tête, tout le monde veut aller au bureau, tout le monde veut se lever un matin, et puis bon, ça y est, faire, comme on le dit, en griffe, le Akawe. Qu'est-ce qui fait qu'on doit envoyer les autres dans des métiers et les uns ailleurs? Non, mais c'est ça, je vous dis. C'est ce dont on a besoin. Il faut aller vers ceux dont on a besoin. Et si c'est des accords, on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de la téléphonie, celui qui peut connaître la digitalisation, de tous ces métiers-là. Il faut aller vers ces métiers. Est-ce que si c'est d'accord, on a besoin, on va former les accords. Donc aujourd'hui, moi, je pense, comme vous voyez, nous sommes un pays en voie de développement. Et il faut développer des trucs pour que le pays puisse prospérer. Oui, mais j'espère que, bon, quand vous avez parlé d'orientation et qu'il y a des études qui sont faites... Il y a des orientations, il y a des structures qui orientent et qui informent. Sinon, il y a quelque chose qui me faisait un peu sourire parce que je connais une famille de jeunes où presque tous sont des techniciens de téléphone, enfin, tout ce qui est mobile. Est-ce qu'ils ont fait des formations quelque part? Certains, enfin, il y a 3 qui ont fait des formations, mais je me disais chaque fois, comment ça va se faire quand tous vont vouloir s'installer? Est-ce que tous auront... Ça peut être une entreprise familiale. Une main d'œuvre. Ça peut être une entreprise familiale et ils vont s'organiser pour que ça devienne une entreprise familiale. Et parallèlement, j'ai encore vu tout un quartier où toutes les jeunes filles allaient à la coiffure. Je me suis demandé... Mais quelque part, justement, cette tendance à suivre le mouvement général, quel travail il faut faire pour que les jeunes puissent... je dirais travail de motivation, voilà, pour que les jeunes, chacun puisse prendre son chemin comme il le souhaite, avec l'accompagnement des structures d'État. Les structures qui existent aujourd'hui, par exemple la STFP, c'est quoi c'est la direction de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle. C'est ça qui s'occupe au niveau du ministère
de gérer les centres de formation professionnelle. Maintenant, à ce niveau, il y a un travail de sensibilisation qui se fait pour informer les jeunes s'ils ont des aptitudes, comment les orienter. Il y a des orientations qui se font régulièrement, de chaque année. Donc, oui, mais quand on attend, M. Zokli, on n'attaque pas le ministère ou bien les ministères en général. Quand on attend souvent la proclamation des résultats du bac, la fin d'année scolaire, la veille des rentrées scolaires pour faire des orientations ou des campagnes de sensibilisation, est-ce que ce n'est pas limité dans le temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme? C'est en ce moment-là que c'est intense. Sinon, ça se fait permanemment. Il y a même des dépliants, il y a d'autres outils qu'on utilise pour faire ça. Voilà. D'accord. Parlons apprentissage. Quand on regarde un peu l'univers du Bénin aujourd'hui, le Bénin qui prend son envol et qui a bien envie de décoller économiquement, quelle collaboration le ministère, par exemple, de la formation technique et professionnelle pourrait nouer avec des structures d'apprentissage, des ateliers, des centres de formation qui ont fait leur preuve dans le pays pour pouvoir former davantage des jeunes aujourd'hui? Et ça, vous parlez des relations entre le secteur privé et le secteur public. Tout à fait. Il y a des études en cours pour pouvoir voir la manière dont on va faire cette jonction. Cette jonction. Puisqu'on a besoin de ça pour décoller. Le partenariat public-privé, on a besoin de ça, sinon c'est pas bien. D'accord, toujours, enfin je ne dirais pas toujours des études en cours. Mais pendant non, pas des études en cours. Il y a une étude qu'on a finie, qu'on est en train de déployer là maintenant, je vous ai dit, la stratégie nationale de l'enseignement technique. Pour la collaboration. Ça a donné naissance à la création de l'agence, je vous ai dit ça. Et la mise en œuvre est en cours là maintenant. D'accord. Et nous, dans ce cadre, on a formé plus de 10 000 agents déjà. Ah oui. Et ça continue. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons organiser très bientôt, puisqu'il faut que les objectifs soient atteints. Et nous organisons bientôt un atelier pour revoir la supervision de ces formations-là, pour vérifier si c'est ce qu'on a prévu au départ qui se fait. Qui est en train d'être fait, pour ne pas former de futurs chômeurs. Et pour que l'assurance qualité soit garantie. C'est ça. D'accord. Alors, la formation professionnelle et technique, est-ce la clé, le chemin est tout trouvé contre le chômage? C'est la question que nous vous posons, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Sur quel levier l'on pourrait agir, ou bien les dirigeants de notre pays pourraient agir davantage. Ils font de gros efforts, certes, mais comme on le dit, ils n'ont pas la science infuse. Et donc, vos propositions sont les bienvenues sur nos plateformes. Patrick Djossou, on parle de partenariat public-privé. Il y a des Béninois, il y a des centres de formation au Bénin, carrément privés, mais qui font des merveilles. Quelle collaboration pourrait être mise en place avec des structures d'État pour que la jeunesse béninoise puisse bénéficier de cette expertise? La collaboration doit être une collaboration, je dirais, donnant-donnant. Donnant-donnant en ce sens que ceux qui sont dans le privé, ils ne font pas du social. Naturellement. Oui, naturellement. L'État peut faire du social. Ce qui fait qu'on ne peut pas exiger du privé qu'ils prennent, disons, des gens sans qu'il y ait un apport substantiel de l'État, sans qu'il y ait une collaboration. Il faut que cette collaboration puisse être dans une certaine mesure. Il faut parler donc d'appui de l'État en matière de subvention, par exemple. Oui. Et tout le système, comme M. Zokli l'a dit, il y a un système je peux vous affirmer que dans nos formations, nous utilisons des centres de formation professionnels privés. C'est des centres qu'on vérifie si on a les normes, si c'est bon, nous les utilisons. Au même titre que les centres de l'État. Donc cette collaboration ça se fait déjà. Est déjà dans sa réalité. C'est déjà acté. On leur donne des formations, ils hébergent
des apprenants, ils les forment et on les évalue à la fin et ça, c'est bon. Les parents qui nous suivent ce matin, de nombreux parents béninois se posent la question, c'est un casse-tête, mon enfant il a le BPC, mon enfant il va avoir le bac ou bien il a le bac, il a même la licence, il est à la maison. Est-ce que même à ce niveau-là, l'on peut faire un retour pour apprendre un métier? Oui, c'est possible et les gens le font. Les gens qui sont même étudiants, qui ont la licence, ils viennent pour apprendre le métier, pour pouvoir vite s'insérer. Et ça se fait. Donc, moi, je devais dire aux parents d'orienter les enfants, d'abord de surveiller l'aptitude des enfants, et par rapport à ces aptitudes, de les orienter vers la technique, vers la formation professionnelle. Quand on parle d'aptitude, c'est déjà observer son enfant, qu'est-ce qu'il aime faire, c'est quoi son passe-temps favori. Oui, voilà, pour savoir, peut-être que si c'est un enfant qui casse ton jouet, qui le refait en même temps, il faut savoir que celui-là peut déjà être un mécanicien. Et l'orienter. Il a la curiosité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut faire ce genre de choses. Il faut surtout suivre les enfants et les orienter. Est-ce qu'il y a un numéro vert ou quelque chose qui puisse permettre aux parents de pouvoir se retrouver lorsque... Parce qu'il y a quand même des cas qui demeurent. C'est pour ça que je disais, il y a des cas où certains ont quand même toujours en pensée que c'est l'ancien système d'apprentissage. Ils sont toujours en train de martyriser. Effectivement, il y a un problème de communication autour en réalité. Bon, sinon on a dans tous les départements, il y a des directions qui sont là, qui peuvent conseiller. Il y a des services même qui sont conseillés, qui peuvent dans les directions départementales. Oui. On peut toujours se rapprocher. Maintenant, le FODEFCA, même en tant que centre de formation, en tant que fonds, a des démembrements dans le nord, dans le centre et dans le sud. Et donc, il faut un travail de sensibilisation au niveau de ces acteurs-là, pour que les parents puissent comprendre d'abord. Bon, maintenant, l'autre problème, Monsieur Zokli, on ne va pas manquer de vous le poser. Vous n'êtes pas sans observer, comme nous, que la jeunesse est portée beaucoup plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux pour ne pas... ils ne s'occupent plus de leur vie même. Voilà. À la fin, quand ils font 8 heures, 10 heures, 12 heures, parfois ils n'arrivent pas à dormir. Ils gagnent quoi à la fin? Comment est-ce que l'on pourrait mettre à contribution les TIC, les réseaux sociaux, pour orienter davantage les jeunes vers les métiers pratiques? Il y a plein de métiers dans les TIC, vous savez. C'est même le métier en vogue, la digitalisation. Donc, si l'État a même créé l'école du numérique. Oui, l'État a créé, ça dépend du ministère de l'enseignement technique. L'école numérique est là. Il y a plein de filières qui sont là. C'est pourquoi je disais tantôt d'observer les enfants. Un enfant ou un jeune qui est souvent avec son portable, tout ça, on peut déjà commencer par capitaliser ça et de l'orienter vers ce secteur-là. Au lieu de voir ça d'un mauvais œil, puis ça va devenir une lutte entre le jeune et son parent. Ce n'est pas facile. Eh oui. Alors, mon cher ami Patrick Diosso, on condamne tout de suite les jeunes. C'est toujours téléphone en main, c'est WhatsApp, c'est tel réseau, c'est ceci, c'est cela. Mais est-ce que on pourrait imaginer une technique, une approche de solution pour faire prendre conscience aux jeunes que, même avec son téléphone, il peut s'orienter dans un domaine. Il y a le e-commerce, par exemple. Oui, il y a le e-commerce, il y a encore beaucoup d'autres filières. Mais en fait, c'est parce que les jeunes ne tombent pas toujours sur les tutoriels qui permettent de les orienter. Ils tombent sur, je dirais... ce qui est amusement. Ce qui est amusement. Perte de temps. Perte de temps. Comment faire pour que, dans l'amusement, ils se retrouvent avec ces genres d'applications ou de sites qui puissent les orienter. C'est un combat quotidien. Quand je dis quotidien, ce n'est même pas simplement pour un ministère. C'est pour toute personne qui peut influencer, qui peut faire des tutoriels qui aillent sur TikTok, sur Facebook, sur les plateformes pour que les jeunes puissent y accéder plus facilement et qu'ils puissent s'amuser
tout en apprenant. Parce que sans joindre l'utile à l'agréable. Sans cela, s'il faut se dire, voilà, il faut rester dans un système où c'est l'utile, et les jeunes ont maintenant la tête plus dans les nuages que les pieds sur la terre. Mais nous faisons quand même de la sensibilisation, hein, parce que la fois dernière, on a fait une semaine que EFTP, et c'est la direction de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle qui avait fait. Ils ont tenu, ça c'est la dette qui a appuyé ça. On n'a rien parlé que de la formation professionnelle, mais ça, ce n'est pas un moment où on veut, après un examen, non. C'est juste au milieu, c'est une semaine, on a fait ça. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer des journées portes ouvertes, par exemple, sur les métiers d'avenir? Ah bon, ça c'est aussi possible. Mais nous parlons de la formation. Je viens de vous faire une consultation là. Sinon, nous pensons exclusivement à formation professionnelle. D'accord. Formation professionnelle, formation continue, apprentissage, tout ceci, ce sont des cordes qu'il faudra mettre à son arc pour pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. On ne peut pas se lever pour dire je n'ai pas trouvé à faire alors qu'on ne sait rien faire. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas. Il faut savoir faire quelque chose. Il faut savoir faire quelque chose qui est d'actualité, qui peut donner d'issue. Donc, c'est ça le problème. D'accord. Mais monsieur Zokli, quand on dit ça, il faut lever un équivoque. Comment est-ce que l'on peut sensibiliser les jeunes à apprendre un métier qui débouche tout de suite sur, du boulot, sans tomber dans du sotia-doucha, comme on le dit, tout de suite, sans faire courir les jeunes vers ce qui est illicite et rapide? Non, mais ce qui se fait, c'est qu'on fait l'étude du marché. On connaît les métiers dont les gens ont besoin tout de suite. Et c'est sur ces métiers qu'il faut former. Et surtout, demander aux jeunes de faire l'auto-emploi. Il y a des mécanismes en place pour faire l'auto-emploi. Et les femmes, hein, il y a des métiers spécifiques qu'elles peuvent faire pour s'auto-emploi tout de suite. Donc, il faut surtout aller vers ça. J'aime bien l'expression l'auto-emploi. Vous n'avez pas parlé d'entrepreneuriat, parce que certains disent qu'il faut pousser, il faut encourager l'entrepreneuriat. Et je me suis toujours amusé à dire, donc on aura tellement d'entrepreneurs que tout le monde devient entrepreneur dans ce cas. Chacun finira par entreprendre quelque chose. D'accord. Alors, j'aperçois Maurice t'entend de l'autre côté. Dans un instant, il va pouvoir nous faire le point de vos avis, voilà, de vos analyses, de ce que vous pensez de la situation, de ce que l'on peut faire pour, je dirais, un tout petit peu remédier donc à la montée du taux de chômage. Monsieur Zokli Arsène, je rappelle que vous êtes ingénieur, planificateur, économiste. Dans un pays comme le Bénin, qui veut s'industrialiser, qui a d'ailleurs commencé par s'industrialiser, quelle devrait être la politique de l'État pour encourager des formations dans le domaine? Mais la politique de l'État, c'est de ça que j'ai parlé tantôt. Vous revenez tout là-dessus, mais c'est bien. L'État a déjà mis tout en place pour faire former les techniciens, tout ce qu'il faut pour évoluer. Et c'est toujours à travers la stratégie dont je vous ai parlé. Et c'est dans ce ordre qu'on a vu, il n'y a pas eu une école numérique bien assermentée pour faire ce travail-là. C'est pourquoi l'État a créé ça, pour pouvoir former directement les gens ici, au lieu que de les envoyer loin et qui vont revenir. Donc, l'État a mis en place tout ce qu'il faut pour former ces gens-là et le servir tout de suite ou demain. Donc, c'est ça que... On voit qu'il y a des usines qui s'installent dans le pays. Il y a beaucoup d'industries qui s'installent. Comment est-ce que l'on forme les techniciens pointus dans ces domaines-là? Par exemple, quand nous prenons Glodigbe, où on fabrique du textile et tout le reste, est-ce que vous avez l'impression que l'information passe souvent, que les jeunes sont vraiment intéressés, informés à la chose? Les jeunes sont très informés. Il y a l'ANPE qui fait un grand travail dans ce sens, vous le savez. Et l'ANPE a son antenne partout dans les départements. Dans chaque département, il y a l'antenne de l'ANPE. Et ce travail se fait. Voilà. D'accord. Alors, Patrick Diossou, j'ai juste quelques idées pour pouvoir encourager
je dirais que l'État doit favoriser ce que moi j'appelle le travail à temps partiel. C'est-à-dire que on a un système de travail qui prend tout le temps. Ce qui fait que quand on y est, on y est. Et on ne pense pas à autre chose. Le temps partiel ou le travail à... Enfin, pour faire la réduction du temps de travail. Voilà, pour déboucher sur les formations. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Avant, on allait au service et on sortait à 18h30. Mais aujourd'hui, on a gagné 1 heure. Oui, on a gagné 1 heure. À la fin et au milieu aussi. Vous pensez qu'1 heure, ça pourrait suffire pour quelque chose pour penser à se former en alternance? Non, alternance, ça c'est un autre. Voilà. Oui, c'est justement ça, pour ça. Pour ce que vous dites là, c'est par rapport aux travailleurs. Mais pour si c'est la formation. Seulement par rapport au travail. Si c'est la formation en alternance, c'est que vous vous détachez carrément, vous faites un séjour de formation. En théorie, vous allez dans l'entreprise en même temps. D'accord. Allez. Encourager aussi le télétravail, ce qui pourrait diminuer le. Enfin, il y a beaucoup d'activités qui pourraient être. Allez, Boris Tantan va s'installer pour nous parler donc de la vie des internautes. Vous avez été certainement nombreux à aborder la question avec nous. Et oui, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le taux de chômage? Quand on est déjà dans un travail, on peut toujours avoir mieux, mais ceci passe par la formation. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour. Alain Sochoumé, pardon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Les internautes ont réagi à la question du jour de ce lundi matin. Ils ont été très nombreux à s'intéresser au sujet, évidemment, à la question du chômage. C'est un sujet d'intérêt public. Ils ont proposé des suggestions, on va dire, pour réduire le taux de chômage, notamment le chômage des jeunes au Bénin. Il y en a qui ont suggéré le recrutement dans la fonction publique, évidemment. Beaucoup ont parlé de la formation professionnelle, notamment dans les domaines de l'agriculture, faciliter notamment l'accès à cette formation-là pour que ça ne soit pas réservé uniquement aux personnes qui ont les moyens. Ils ont également parlé de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs porteurs de projets pour avoir accès au financement, mais également au support technique pour pouvoir développer leurs entreprises. On va voir tous ces commentaires, tous ces avis-là sur notre page Facebook essentiellement ce matin. Roger Olive Adjokano nous dit que pour réduire le chômage au Bénin, il est importantissime d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle, tout en soutenant l'entrepreneuriat et en développant les secteurs économiques porteurs, notamment l'agriculture et le tourisme. Parallèlement, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des infrastructures et la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes sont des leviers importants pour favoriser un développement économique et durable, créateur d'emplois, conclut Roger Olive Adjokano. Toujours sur notre page Facebook, Narcisse de Saron nous dit « Il faut que l'État encourage l'entrepreneuriat et initie des formations en la matière. Les recrutements sont devenus autre chose. Il faut donc que chacun se prenne au sérieux. » Guy Lokosu nous dit que la réduction du taux de chômage au Bénin n'est pas quelque chose qu'il faut faire en un seul temps. Il faut associer les privés et ce n'est pas les privés qui manquent dans notre pays. Observe cet internaute qui dit le grand nœud est de cibler une certaine tranche d'âge de 25 à 40 ans et veiller à ce qu'ils obtiennent obligatoirement un travail, que ce soit dans le public que dans le privé. Si l'État veille à ce que les jeunes entre 25 et 40 ans aient le travail, je pense que le chômage n'aura plus sa place au Bénin. Antipas, OK, nous écrit d'abord pour réduire le taux de chômage au Bénin, il faut trouver la principale raison au manque d'emploi dans le pays. De nombreux jeunes obtiennent leur diplôme et à la fin de leur licence, par exemple, sont à la fois incompétents et lorsqu'on les embauche, il manque d'efficacité. Il faut que l'État trouve une solution face à ce problème. Également, il faut qu'on insère dans les écoles une matière dénommée le savoir-faire. Cela aiderait à la révélation
de nombreux talents dans notre pays. Amélia Nimansou nous écrit: dans un premier temps, il nous faut revoir le temps qu'on consacre à l'école classique en une vie, aller à un système de demi-journée, écrit cet internaute qui dit: dans un second temps, il faut revoir le programme d'études en adaptant son contenu aux réalités africaines. Aujourd'hui, nous formons plus pour l'Occident selon elle que pour nous-mêmes. Il nous faut plus que le nouveau diplômé attendre un quelconque employeur ou société pour se construire un avenir. On va terminer avec les 2 derniers commentaires. Alain, si vous permettez. Antelme Kouami nous dit adapter le système éducatif aux réalités actuelles, surtout au développement de la technologie, fait comprendre la réalité aux élèves depuis le bas âge. Certaines filières doivent être supprimées, écrit cet internaute. Il faut doter les lycées techniques et agricoles de matières nécessaires, sinon nos lycées techniques ressemblent généralement à l'enseignement général, donc au collège d'enseignement général, écrit-il. Donc il n'y a pas suffisamment de pratique. Il faut subventionner également les jeunes entrepreneurs et encourager les meilleurs entrepreneurs. Aider les jeunes porteurs de projets, écrit Mohamed Kassim Olaoumi, même jeune sans diplôme, mais qui porte un projet, il faut le soutenir. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés, martèle Mohamed Kassim Olaoumi. Voilà donc, Alain Sotoumé, chers amis, ce que nos, disons, fidèles abonnés de nos différentes pages sur les réseaux sociaux ont pensé de la question du jour de ce lundi. Merci à vous, Maurice Tantan. Merci à vous également, chers amis internautes. Vous êtes l'autre famille qui accompagne cette émission. Le débat va prendre fin. Monsieur Arsène Kofi Zokli, si vous aviez des propositions à faire, quelqu'un a parlé de demi-journée, quelqu'un a parlé de soutenir les projets des jeunes, ça aussi, c'est également pour faire baisser le taux de chômage. Que diriez-vous pour conclure ce débat? Merci. Le gouvernement a mis tout en place pour que ce problème-là soit réglé progressivement. Moi, je voudrais inviter les jeunes à rentrer dedans, à rentrer dans la formation professionnelle pour s'en sortir. Et nous, au fond, nous faisons les formations, nous les suivons et nous mesurons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller là. Donc, c'est ce que j'ai dit. Merci à vous d'avoir apporté tous ces éclairages, surtout d'avoir encouragé les jeunes à aller faire des formations pratiques. Et même, on peut être travailleur dans une entreprise, trouver le créneau, le week-end, quelques 2-3 jours pour pouvoir renforcer ses capacités. Patrick Dessous, en mot de fin. Oui, en mot de fin, il faut pouvoir dire aux jeunes qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut que chaque jeune se le mette en tête. Il n'y a pas de saut métier. Et, sauf les métiers, enfin, les métiers qui sont tendancieux, des métiers qui sont illégaux, illicites. Mais et tout le reste... Si vous vous aventurez sur ce terrain, la police républicaine sera à vous. Oui. Allez-y, apprenez tout ce qui est pratique. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ça va être tout pour ce débat matinal. On va boucler cette émission avec le dernier pas qui nous fait descendre de l'estrade. La revue de presse est avec Marcel Arossi. À nouveau, bonjour Marcel. Bonjour de nouveau. Sans appel, Bokor Homeki Enyeri définitivement condamné. L'événement précis et le télégramme reviennent aujourd'hui sur la condamnation des 2 personnalités par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et confirment qu'ils n'ont pas fait appel du verdict. L'événement précis titre donc condamné à 20 ans par la criette. Olivier Bokor et Oswald Omeki n'ont pas fait appel. Le quotidien explique que leur condamnation prononcée le 30 janvier 2025 est désormais définitive, le délai de recours ayant expiré le 14 février. Il rappelle que le procès a été marqué par le retrait des avocats et de la défense qui dénonçaient la composition de la Cour et la proximité présumée de la présidente des séances avec le chef de l'État. Accusé de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics
et faux certificats. Olivier Bokor et Osvaldo Meki ont écopé de 20 ans de réclusion criminelle et de lourdes amendes. Le journal souligne également l'implication du colonel Tevoy Drey, commandant de la garde républicaine, qui aurait joué un rôle clé dans leur arrestation. Le Télégramme revient aussi sur l'affaire avec un article intitulé « Criette, Olivier Bokor et Osvaldo Meki n'ont pas fait appel de leur condamnation à 20 ans de prison ». Le quotidien note que tout comme Rekia Madougou et Joël Aïvo avant eux, les deux proches de Patrice Talon ont renoncé à contester leur condamnation. À la une, l'engagement timide de la jeunesse pour les prochaines élections, Marcel Arrosé. Vous le savez, l'actualité politique béninoise se prépare à un tournant majeur avec les élections générales de 2026. La Nouvelle Tribune met en lumière une réalité préoccupante. Le journal observe que malgré les efforts des formations politiques et des institutions pour intégrer les jeunes dans la vie politique à travers des programmes de formation et des nominations stratégiques, l'engagement de cette frange de la population demeure très limité. L'article souligne que le débat reste largement dominé par la vieille garde. Plusieurs facteurs expliquent ce désintérêt selon le journal relatif des jeunes. Un manque de moyens financiers, une éducation civique insuffisante et une préférence pour l'activisme sur les réseaux sociaux plutôt que l'engagement sur le terrain. En dépit d'une forte présence dans les débats en ligne, beaucoup hésitent encore à intégrer concrètement un parti ou une association politique. Le quotidien conclut en posant un défi. Les élections de 2026 seront un véritable test pour mesurer la capacité des jeunes à jouer un rôle plus actif dans le processus démocratique du Bénin. Il appelle ainsi la Nouvelle Tribune, bien sûr, le journal, à un changement de mentalité et à un regain de confiance en l'avenir politique du Bénin. Marcel Arrosé, à l'international, la République démocratique du Congo, l'ombre du M23 plane sur le sommet de l'Union africaine. Alors que la République démocratique du Congo fait face à une avancée fulgurante des rebelles du M23, la question de l'avancée de l'Union africaine, alors que donc la République démocratique du Congo fait face à une avancée fulgurante des rebelles du M23, la question de la réponse continentale était au cœur du récent sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Wakat Sira, le confrère du Burkina Faso, dans son article RD Congo, jusqu'où ira le M23, décrit une situation où les rebelles progressent sans véritable frein malgré les protestations de Kinshasa et les mises en garde des partenaires internationaux. Le journal met en lumière les accusations portées contre le Rwanda, pointées du doigt comme soutien du M23 par plusieurs chancelleries, bien que l'Union africaine et d'autres instances diplomatiques restent prudentes dans leurs déclarations officielles, pendant que le président Félix Tshisekedi campe sur une position de confrontation armée avec les rebelles. Les églises catholiques et protestantes en RDC tentent d'ouvrir un canal de dialogue malgré la réticence des autorités congolaises. L'UA peut-elle sauver le soldat Tshisekedi à la peine? Le pays confrère burkinabé s'interroge sur la capacité de l'Union africaine à réellement peser dans la résolution de cette crise. Le journal souligne les défis que devra relever le nouveau président de la commission de l'UA, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, notamment face aux critiques sur l'inefficacité de l'organisation aujourd'hui. L'article pointe du doigt l'inaction de l'Union africaine face à la catastrophe humanitaire qui s'aggrave avec des millions de déplacés et des atrocités telles que le viol utilisé comme arme de guerre. Il préconise une intervention plus ferme, incluant un renforcement de la force africaine en attente pour appuyer les casques bleus et les forces congolaises sur le terrain. En somme, face à un M23 en expansion et une Union africaine en quête d'autorité, l'avenir de la RDC semble plus incertain que jamais. Eh bien, ce qui est certain par ici, c'est bel et bien la fin de cette émission. Et merci Marcel Arrosé d'avoir assuré ce matin. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Avec le même plaisir. Allez, plaisir sera toujours partagé. Mesdames, Messieurs, nous avons été heureux de vous avoir présenté cette émission. Moi, je suis très heureux également d'avoir été accompagné par toute une équipe, chapeautée par Nikez Dorego. Nous avons au son Arnaud Tosset. L'homme qui se charge de tout ce qui est vidéo et tout le reste, c'est Guérin Daco. Merci à Marcel Zohou, merci aux collègues de la diffusion. Je n'oublie pas tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous aident à
disons, à honorer ce rendez-vous. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bonne journée à vous en suivant les programmes de Bénin TV.